Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Ousmane Sy, ancien ministre de la République, chargé de la décentralisation. Et avec M. le ministre, nous allons aborder une récente analyse qu'il vient de mettre en ligne. Et nous mettrons le lien sur notre site. Cette analyse, ça concerne des réformes que vous jugez audacieuses et profondes et surtout longues qu'il faudra mettre en place pour juguler la crise structurelle que le Mali connaît en ce moment-là. Et pour cela, vous préconisez beaucoup de réformes de l'État, de la décentralisation, de la forme de gouvernance. Et vous jugez nécessaire que l'État doit être refondu de fond en comble. Alors, quel modèle d'État préconisez-vous concrètement? Merci beaucoup. Merci de l'occasion que vous me donnez d'approfondir un peu ces idées. Justement, je pense que le débat doit être ouvert sur la question de l'État. Vous savez, avant d'être ministre de la République, j'ai été chargé pendant près de 7-8 ans de conduire la réflexion sur la réforme de décentralisation, qui déjà, je le rappelle, au moment de la transition des années 90, l'objectif était de changer l'État. Donc cette réforme de décentralisation nous a permis de comprendre là où véritablement tous les problèmes politiques, économiques, peut-être même sociaux auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, quand on veut comprendre, aller à la racine de ces problèmes, parce que la racine se trouve au niveau de l'État que nous avons hérité du système colonial. Parce qu'en réalité, quand vous regardez notre État fonctionner, c'est un État qui, dans sa conception, dans sa façon de travailler, dans sa structuration, n'est pas très loin de l'État colonial. La première chose qui vous frappe quand vous allez à la base de la société malienne, c'est le décalage qu'il y a entre l'État et les sociétés. Tous ceux qui connaissent très bien le village, moi j'étais chercheur au début de ma carrière en milieu rural, c'est très net. Dès que vous rentrez dans un village, vous voyez très bien qu'il y a une rupture entre l'État et la société. Et je crois que aussi longtemps que cette rupture ne va pas être résorbée, aussi longtemps que la société malienne ne va pas domestiquer l'État, pour que l'État soit l'émanation de cette société, nous ne sortirons pas de la crise. Et je crois que c'était le fond de la réforme de décentralisation qui a été lancée dans les années 90. Comment l'État peut aller à la rencontre des sociétés, regarder comment les sociétés fonctionnent et intègre le fonctionnement de ces sociétés dans la logique de l'État. Mais l'État que nous avons copié était un État qui a été fondé à partir des sociétés occidentales. Ce ne sont pas les nôtres. Donc, nos sociétés se protègent contre l'État, ne considèrent pas l'État comme un allié, ne considèrent pas l'État comme quelque chose qui est à leur service, mais considèrent l'État comme quelque chose d'étranger, quelque chose au service desquels ils ne veulent pas être. C'est pour ça l'exercice favori de chaque Malien, qu'on le dise ou qu'on le dise soit, c'est toujours de contourner l'État, de chercher à profiter de l'État, bref, de voler l'État. Je crois que tant qu'on ne changera pas ça, nous ne mettrons pas notre pays dans une situation de stabilité qui favorise le développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. Donc nous serons tout le temps dans des troubles, parce qu'il y a une incohérence à la base que nous n'arrivons pas à résoudre. Pour finir, remarquez, de l'indépendance à aujourd'hui, nous avons quand même eu 3 coups d'État, 4 rébellions armées. Je crois que tout ceci devait amener les gens à se poser des questions. Quand il y a une persistance de crise comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et cette crise a été encore plus profonde que toutes les autres. Rappelons que cette crise, le Mali a perdu le contrôle de l'État, a perdu le contrôle sur 2 tiers du territoire. Ce n'est pas rien. L'État a été, même sur la partie que l'État était censé contrôler, l'État était en déconfiture. Tout le monde se souvient ici, quand la bande de Sanogo ont fait le coup d'État, ils ont déchiré la Constitution. Ils ont eu la prétention de déchirer la Constitution. Il a fallu la mobilisation de la communauté africaine et internationale et
de certains démocrates maliens pour qu'on puisse péniblement, au prix de beaucoup d'efforts et de victimes, remettre la Constitution en chantier. Je crois que tout ceci devrait nous amener à nous interroger fortement aujourd'hui. Est-ce que le problème du Mali n'est pas le problème de l'État? Justement, vous êtes l'un des artisans de ce modèle que nous connaissons aujourd'hui. Et vous le décriez aujourd'hui, mais profondément, si vous devez analyser ce qui s'est passé au début des années 90 à maintenant, est-ce que depuis le début, vous ne vous êtes pas trompé de modèle? Je ne suis pas du tout un artisan du modèle en cours aujourd'hui. Justement, de 90 à aujourd'hui, je fais partie de ceux qui se battent pour changer ce modèle-là. Vous savez, je vous ai dit la base de la réforme de décentralisation qu'on a engagée, que j'ai conduit pendant 10 ans, les deux mandats de Alpha. J'ai conduit d'abord cette réforme en tant que chargé de la mission de décentralisation et en tant que ministre de l'administration du territoire. Et le projet politique, c'était de changer l'État. Je vous assure, c'était ça. Et je me souviens, jusqu'à présent, quand il y a eu la conférence nationale des années 91, après le coup d'État, le slogan de la conférence nationale, c'était de changer l'État. Et de 91 à aujourd'hui, on est buté à ça. Nous avons engager la réforme de décentralisation. On ne l'a pas caché, c'était de changer l'État. Malheureusement, en 2002, il y a eu l'alternance. Bon, l'alternance, je ne peux pas dire qu'on est revenu sur la réforme, mais politiquement, elle n'a plus été portée, comme elle avait été portée de 92 à 2002. Tout le monde le sait. Alpha, quand il était président de la République, il portait cette réforme. Mais ATT qui est venu après, n'a pas porté cette réforme. Il n'a rien fait contre, mais il n'a pas porté. Donc la réforme est retombée. Jusqu'aux événements de 2012. Maintenant, à partir de 2012, c'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai accepté de rentrer dans le gouvernement en 2013. La demande qui m'a été faite, c'était de rentrer dans le gouvernement pour relancer la politique de décentralisation. Parce que c'est une des voies royales pour sortir le Mali de la crise. Voilà pourquoi j'ai accepté de rentrer dans le gouvernement. Donc, en fait, l'État dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas notre production. Je vous ai dit, son origine date de l'État colonial. On a voulu le changer, mais jusqu'à présent, il faut le reconnaître, il y a des résistances énormes qui s'opposent à cette volonté des Maliens de changer d'État. Or, si on ne change pas d'État, l'État devient une menace aujourd'hui pour même l'unité de notre nation. Parce que toutes les rébellions, armées et non armées, sont des rébellions contre l'État. Donc, dans vos propositions, vous suggérez une réduction des institutions. Pourtant, une deuxième chambre de Parlement doit être créée suite à la signature de l'accord de paix. Quel avenir pour cet éventuel Sénat dans votre modèle? J'avoue que je n'utilise pas le terme. Mon problème n'est pas un Sénat. Mon problème est effectivement qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une institution. Autant l'Assemblée nationale symbolise l'unité de la nation, parce que les députés, une fois qu'ils sont élus, ils ne parlent pas au nom d'un territoire, ils parlent au nom du territoire de tous les Maliens. C'est pour ça qu'on dit qu'aucun mandat, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire qu'un député émerge d'un territoire, mais dès qu'il est le représentant de la nation malienne. Autant nous avons besoin d'une institution qui représente la diversité de la nation malienne. Parce que la nation malienne, c'est deux choses, c'est l'unité et la diversité. Donc, l'Assemblée nationale symbolise l'unité de la nation. Et ce que nous avons appelé aujourd'hui Haut Conseil des collectivités, qui pourrait éventuellement, si les Maliens en décidaient de devenir un Sénat, cet esprit, c'est la représentation de la diversité de la nation. Parce que le Haut Conseil des collectivités, c'est les représentants des différents territoires qui composent le territoire malien. Donc, eux, ils parlent au nom de la diversité. L'Assemblée nationale parle au nom de l'unité. Donc, je ne vois pas de superposition entre ces deux institutions. Maintenant, sincèrement, je pense que si on peut continuer à l'appeler Haut Conseil des collectivités, ça me conviendrait mieux que de l'appeler Sénat. Mais là, le débat a été posé déjà dans la réforme constitutionnelle que ATT voulait faire
qui n'a pas abouti. Et bon, moi je pense qu'on a besoin d'une institution aujourd'hui qui représente la diversité des Maliens. C'est pour ça qu'il a été même proposé qu'en plus des élus locaux qu'il y a aujourd'hui dans ce Haut Conseil des collectivités, il faut l'élargir aux autres pôles d'autorité qui représentent la diversité malienne, c'est-à-dire les chefs traditionnels et coutumiers. Parce qu'eux aussi, ils existent. Et aussi, ils ont un rôle dans ce pays. Et aussi, ils doivent être représentés au niveau national. Donc, le Haut Conseil des collectivités serait la représentation de la diversité territoriale et de la diversité humaine. Donc voilà comment on rentre dans une logique maintenant que tout le monde se retrouve dans nos institutions. Tout le monde se retrouve dans les institutions et que quand les institutions parlent, elles soient écoutées. Ce qui n'est pas beaucoup le cas aujourd'hui, malheureusement. Ce qui fait que notre démocratie est fragile. Selon vous, les prérogatives actuelles du président de la République feraient de celui-ci un véritable monarque irresponsable. Quelle alternative alors à ce système? Moi, je crois qu'il faut d'abord réduire de beaucoup les pouvoirs du président. Surtout, il faut lui donner des contre-pouvoirs. Parce qu'effectivement, quand on regarde nos institutions fonctionner aujourd'hui, le président, il peut avoir, à moins qu'il lui-même, il s'oblige à ne pas intervenir, il peut avoir la main sur tout. Et il a la main sur l'exécutif, ce qui d'ailleurs n'est pas très conforme aujourd'hui par rapport à ce que notre constitution actuelle même dit. Parce que dans notre constitution actuelle, le Premier ministre et le président de la République, c'est deux institutions séparées. Mais dans la réalité, le Premier ministre fonctionne comme si c'est une institution, disons, qui est soumise au président de la République. Or, c'est deux institutions séparées. Le président de la République a la main sur la justice, parce qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République a la main sur l'armée, c'est le président, c'est lui qui est le chef suprême des armées. Donc, on peut citer, les constitutionnalistes peuvent vous citer beaucoup de choses. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, notre constitution actuelle, le pouvoir que notre constitution actuelle a donné au président vient de la constitution française de 58. À ce moment-là, De Gaulle, parce que la France sortait de la guerre, avec vraiment un système politique très... De Gaulle a accaparé tous les pouvoirs pour pouvoir conduire la France. Voilà le schéma dans lequel nous sommes rentrés. Et je pense aujourd'hui, si nous voulons vraiment un jeu institutionnel équilibré, parce que nous avons vu aussi des dérives dans lesquelles trop de pouvoir au niveau du président de la République conduit. J'en parle en connaissance de cause. J'étais secrétaire général de la présidence pendant la transition. Donc je ne parle pas de ça de loin. Le président de la République a trop de pouvoir dans notre pays. C'est un véritable monarque qui ne dit pas son nom. Bon, il est responsable parce que, de notre côté, tant qu'il est en mandat, il ne peut pas être attaqué, il ne peut pas être attaqué, en tout cas facilement. Les institutions sont prévues, mais la mise en branle de ces institutions est trop lourde, trop compliquée. Donc, un président de la République peut agir en toute impunité et dans les choses les plus... si lui-même ne se donne pas une éthique, il peut tout faire. Or, je pense que le président de la République, puisqu'il est élu, ça peut être des bonnes personnes, mais ça peut être des mauvaises personnes aussi. Donc, je pense que c'est pour ça. Regardons dans la Constitution, équilibrons un peu notre système présidentiel. Peut-être, je n'ai pas de solution, mais c'est pour ça, ouvrons le débat là-dessus. Il faut aller à un système où le système parlementaire fonctionne un peu mieux, pour donner un peu plus de pouvoir aux autres institutions, et décrocher l'institution judiciaire et l'institution présidentielle, donner plus d'autonomie, parce que pour le moment on dit que la justice c'est le troisième pouvoir, mais en réalité ils sont très dépendants. Et donc je pense que tout ça, il faut que les spécialistes réfléchissent. Le constat que le président de la République a trop de pouvoir dans notre pays.
et très peu de contre-pouvoirs. Donc, parmi les dérives, vous parlez aussi de l'immixtion de la famille présidentielle dans les affaires. Et vous dites exactement qu'il faut mettre des garde-fous aussi pour empêcher que ces membres-là puissent s'immiscer dans la gestion des affaires publiques. Mais comment mettre ces garde-fous en place sans empiéter sur les droits de ces membres de la famille présidentielle qui sont libres comme tout autre citoyen malien de participer à la vie de la nation? Dans toute fonction qu'on exerce, il faut penser au pouvoir qu'on donne, mais il faut penser au contre-pouvoir. Ce n'est pas d'empêcher les familles présidentielles, je préfère parler des familles. Parce que là aussi, quand on regarde de l'indépendance à aujourd'hui, en dehors de Modibo Keïta, dont la famille était très discrète et pratiquement pas vue, mais tous ceux qui se sont succédés, les familles, bon, c'est très difficile de faire la part des choses entre l'institution et la famille. Et c'est pour ça que je crois que l'expérience doit nous amener à bien dire que, effectivement, bon, quelqu'un est élu président de la République. C'est lui qui est élu, c'est pas sa famille. C'est lui qui est élu président de la République. Et mettre des garde-fous en disant, tant qu'on est président de la République, quelqu'un de sa famille, maintenant il faut voir à différents degrés, frère direct, enfant direct, ne peut pas occuper certaines fonctions, ou bien allié direct, ne peut pas occuper certaines fonctions, tant que la personne est en fonction. On peut parfaitement légiférer dans ce domaine. Justement, mais vous ne pensez pas que ça serait contraire aux libertés de ces membres de la famille présidentielle? Pourquoi? Si l'ensemble des Maliens sont d'accord aujourd'hui pour dire que tant que X est président, ça doit être rentrer dans les conditions dans la loi, tant que X est président, aucun de ses parents à un niveau direct ne peut participer à telle chose. Il y a des conditions, même aujourd'hui, on peut dire, pour accéder à certains postes, on peut dire accès à ce poste, mais voilà les restrictions. Quand tu acceptes, tu rentres dans ça, tu acceptes les conditions. Je pense que c'est pour protéger simplement. Parce que vous savez, aujourd'hui, on discute de l'ampleur de la corruption. Mais ça a une origine. On discute du fait que le pays est ingérable. Ça a une origine. Regardez aujourd'hui en Afrique, partout il y a l'instabilité, parce que les présidents veulent toujours changer les constitutions. Et tant qu'ils sont au pouvoir, ils en ont besoin. Je crois que si nous ne mettons pas des limites à tout ça, ça ne veut pas dire qu'on prive les gens de leur liberté. Mais ta liberté s'arrête là où ça commence ma liberté. La liberté des individus s'arrête là où commence la liberté de la société. Quand la société commence à être à risque, elle doit se défendre. Or, pour qu'une société se défende, c'est par la loi qu'on se défend. Aujourd'hui, en tout cas, la pratique a montré que si on ne limite pas les prérogatives du président, si on ne met pas de garde-fous sur l'immixtion des proches du président, que ce soit sa famille directe, que ce soit ses alliés, dans la gestion des affaires de l'État, je pense que nous aurons des démocraties fragiles qui peuvent, c'est dommage. Prenons les exemples. Aujourd'hui, où se trouve la famille du président Mohamed Touré? Pourtant, ils ne sont pas... C'est pas eux la cause, mais ils sont des victimes. C'est parce que, à tort ou à raison, bon, ils ont estimé qu'ils sont en danger, ils ont préféré s'expatrier. Donc, je pense que, or si par la loi ils étaient tenus à distance, ils vivraient aujourd'hui parmi nous comme d'autres vivent parmi nous aujourd'hui. Je pense que tout ceci, on ne doit pas fermer les yeux là-dessus. Il faut en débattre, parce que c'est des problèmes qui touchent des sociétés, c'est des problèmes qui touchent des individus, c'est des problèmes qui touchent la société dans son fonctionnement global. Il faut en débattre, trouver des solutions, en disant, ce n'est pas fait contre des individus. Ce n'est pas fait contre des individus. La démocratie conscientielle est répertoriée par nombre d'observateurs parmi les causes de la crise que vit le Mali actuellement.
Pourtant, comme modèle de démocratie, vous proposez de renoncer à l'option majorité-opposition et de partir sur la base du conscientialisme. Quel intérêt de revenir sur ce qui est déjà considéré par certains comme un échec? Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans ça. C'est pour ça que le débat, je dis quelque part aussi que le débat intellectuel est pauvre dans notre pays. Amadou Touré est venu avec un concept qu'il a appelé consensus. À l'époque. Parce que là aussi, il faut faire des rappels. 2006-2007, un certain nombre de Maliens, nous avons élevé la voix pour dire non. Amadou Touré ne fait pas du consensus, il fait de l'unanimisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Le consensus, c'est quoi? Le consensus, c'est qu'on s'assoit, on discute tous. Chacun donne son point de vue et la décision finale qui est prise est conforme au point de vue de chacun. Mais l'unanimisme, c'est que quelqu'un décide, tout le monde suit. Donc, du point de vue théorique, il y a une grande différence entre les deux. Amadou Touré a fait de l'unanimisme. Amadou Touré ne s'est assis avec personne pour discuter, pour échanger, pour prendre les points de vue des gens. Il a décidé, les autres ont suivi, tout le monde a suivi. Voilà ce qui a fait chuter le Mali. Donc ce n'est pas le consensus, c'est l'unanimisme qui a fait chuter le Mali. Le consensus, je pense que nous sommes une société. Aujourd'hui, regardez, on s'évertue à donner un statut à l'opposition. On s'évertue à donner un statut à un chef d'opposition. On fait beaucoup, on est dans la démocratie de confrontation, qui ne marche pas. Parce que nous savons par notre société, notre culture ne sait pas faire avec la confrontation. Pourquoi dans les élections ici, les gens cherchent des débats, on n'arrive pas à avoir de débats? Dans les pays occidentaux, les gens font des débats face à face. Ils discutent. Mais ici, on a essayé une fois, on a vu que bon, ça se personnalise très vite. Donc, nous n'avons pas une culture de confrontation où les gens s'asseyent, discutent des idées et les personnes ne sont pas concernées. Dès qu'on commence à discuter, regarde même dans nos discussions, dès que quelqu'un, même dans un groupe, dès que quelqu'un dit « Ah, il y a un chronique », c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on soit suffisamment réaliste. Et nous n'avons pas une société de confrontation. Nous ne savons pas faire avec la démocratie de confrontation. Par contre, la démocratie de consensus, asseyons-nous, discutons, écoutons, que chacun donne son point de vue et que la décision finale soit le reflet du point de vue de chacun. Même si ce n'est pas le résultat de la volonté de chacun, mais que chacun se retrouve un peu dans la décision finale. Je crois que c'est la chose la plus durable qui peut permettre de construire l'avenir. Regardez un des travers dans lesquels nous sommes aussi, dans la perpétuelle remise en cause. On commence quelque chose aujourd'hui, on fait 5 ans à travailler sur ça. Quelqu'un d'autre vient, il balaye tout et on recommence. Le Mali est toujours dans la reconstruction. Tout ça, c'est parce que nous n'arrivons pas à débattre de façon consensuelle et nous mettre d'accord. Un président commence, celui qui il va jusqu'à un niveau, celui qui vient, il approfondit, il améliore ce que l'autre a fait. Si nous travaillons sur la base d'un consensus, on ne peut pas avoir le consensus sur tout. Et il y a des grands sujets sur lesquels aujourd'hui, si nous voulons un Mali stable et en paix dans la durée, il faut que nous ayons un consensus sur certaines grandes questions de notre nation. Et je crois que ça permet de construire dans la durée. Parce que le développement se construit dans la durée. La paix se construit dans la durée. Tout se construit dans la durée. Voilà pourquoi je pense, nous avons vu la limite de la démocratie de confrontation, qui est un modèle, encore une fois, malheureusement importé. Peut-être quand on l'a choisi, on n'avait pas l'expérience. Mais aujourd'hui, on a l'expérience. Voyons comment on peut l'améliorer. C'est pour ça que je dis, interrogeons notre modèle démocratique. Il n'y a pas un modèle démocratique. Chaque société construit son modèle démocratique selon ses réalités. Les grands pays que nous admirons, le modèle démocratique américain est complètement différent du modèle démocratique français. C'est des principes sur lesquels il y a des principes universels, mais il n'y a pas de modèle universel. Et je pense que quand nous rentrons dans cette logique-là, nous pouvons construire une démocratie
qui parle aux populations maliennes, dans lesquelles les populations maliennes se retrouvent. Mais quand la démocratie, c'est quelques militants des partis politiques, c'est quelques leaders politiques, c'est quelques institutions, ça ne concerne pas, ça ne parle pas à la grande majorité des Maliens. C'est fragile, c'est sert à rien. Moins de coup d'État, tout ceci s'est balayé. Interrogez-vous pourquoi de moins en moins de gens vont voter. Les dernières élections qu'on a eues, partielles qu'on a eues en commune 3, en commune 5, 10%. Bon. J'ai organisé des élections en 2002. Quand vous faites le point, quand vous voyez tout l'effort qu'on fait pour les élections, l'effort humain qu'on fait, les moyens financiers qu'on y met, qui sont déjà au-dessus de nos capacités, il faut qu'on aille chercher l'aide des partenaires pour pouvoir organiser les élections. Et quand vous voyez ce qui sort, rien que ça devrait nous interroger pour dire mais pourquoi on fait tant d'efforts et que les gens ne vont pas voter? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais parlons du problème. Essayons de voir pourquoi. On peut dire, bon, ce n'est pas chez nous simplement. D'accord, même si ce n'est pas chez nous simplement. Mais c'est notre responsabilité de trouver la solution à notre problème. C'est sûr. Voilà les questions aujourd'hui de fond qui doivent être des questions mises en débat si nous voulons sortir de la crise. Je vous assure, si nous pensons que nous pouvons sortir de la crise sans toucher à ces choses-là, bon, peut-être que nous allons encore une fois raccommoder les choses, mais que Dieu nous en préserve, dans 5 ans, 10 ans, nous allons retomber dans une crise plus grave. Parce qu'il y a des questions de fond, des sujets de fond, qu'il faut qu'on touche. Et c'est notre responsabilité en tant que Maliens. Et deuxièmement, en tant qu'intellectuels maliens. Même s'ils n'ont pas, nous, des réponses à ces questions, au moins nous avons le droit de les soulever et de chercher avec les autres les réponses. Parlons de sortie de crise. Il y a eu très récemment un accord de paix entre le gouvernement et les mouvements armés du Nord. Et cet accord prévoit un certain nombre de dispositions qui touchent à la gouvernance et à la décentralisation. Mais vous ne croyez pas que l'accord prend en compte ces questions de fond dont vous parlez? En partie. En partie. Les questions qui sont évoquées dans l'accord sont des questions politiques et institutionnelles. La question de fond, pourquoi les Maliens se rebellent depuis longtemps? Les rébellions armées. J'insiste là-dessus, les rébellions armées au nord, les rébellions passives au sud. Ce que j'appelle les rébellions passives au sud, c'est l'informel. Prenez tout le Mali pratiquement, on est tous dans l'informel. L'économie est dans l'informel. Les institutions fonctionnent de façon informelle. Ça aussi, ça devait nous interroger. Pourquoi les gens sont tant dans l'informel? C'est parce que le formel ne nous convient pas? Bon, donc il y a deux types de réactions. Il y en a qui font autre chose que le formel. Il y en a qui prennent des armes pour lutter contre le formel. Voilà les deux types de rébellions que nous devons réfléchir globalement aujourd'hui. Alors, la réponse à certaines choses existe dans l'accord. Même si, sur certains points, on n'est pas satisfait, mais les réponses de fond existent. Quand on dit, par exemple, qu'il faut aller régionaliser, bon, c'est une réponse à la crise du développement des territoires. Vous savez, qu'est-ce que nous avons fait depuis 50 ans? C'est que nous avons pensé que le développement, c'est du prêt-à-porter. Nous pensons l'école, nous pensons la santé, nous pensons les routes, nous pensons tout, l'énergie, comme si tout le Mali se ressemblait. Je suis désolé de le dire, mais tout le Mali ne se ressemble pas. Quand je le dis, ça étonne, ça choque peut-être même, mais Sikasso ne ressemble pas à Kidal. Mopti ne ressemble pas à Akaï. Nous avons un territoire qui est divers. On part du Sahara à la lisière de la forêt. Géographiquement, ce territoire est divers. Notre développement, notre façon de conduire le développement doit tenir compte de ça. Si on n'en tient pas compte, on dépense de l'argent, mais on crée des frustrations.
Si tu veux aller faire l'école de la même façon à Kidal qu'à Sikasso, tu vas dépenser beaucoup d'argent, mais l'école ne marchera pas à Kidal parce que les zones ne se ressemblent pas. Jusqu'à l'administration. Tu ne peux pas administrer de la même façon. Alors, c'est pour ça que je dis, la régionalisation introduit cette notion, traitons les territoires en fonction de leur réalité. Réalité géographique, réalité humaine. Donc, là, il y a une piste qu'il faut creuser. Traitons les territoires en fonction des réalités humaines. Voyons comment nous pouvons tenir compte de toutes les diversités qui constituent ce pays. Voilà les questions de fond que l'accord soulève. C'est des questions qui sont difficiles, mais nous n'avons pas d'autre choix, parce que nous sommes un grand pays. Vous savez, quand vous prenez le Mali aujourd'hui, territorialement, vous logez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina, et même une partie du Ghana, dans le Mali actuel, territorialement. Mais nous avons un grand territoire qui fait que nous sommes un des pays les plus divers de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existe pas. Voilà les questions de fond que l'accord soulève. Ça peut nous plaire, ça peut nous déplaire, mais nous avons obligation de répondre à ces questions parce que si nous ne répondons pas à ces questions, nous installons l'instabilité chez nous. Et l'instabilité chez nous a de la répercussion sur la stabilité des autres. Si le Mali est instable, le Burkina sera instable, la Guinée sera instable, la Côte d'Ivoire sera instable, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que notre problème jaillit sur le problème des autres, sur les autres. Donc, ces questions-là, nous sommes obligés d'y répondre. Sinon, l'Afrique et le monde vont répondre à notre place. C'est pour ça que j'en suis plus, moi, à m'interroger sur l'accord est bon ou l'accord est mauvais. Moi, j'en suis à dire comment nous pouvons mettre en œuvre cet accord au mieux de l'intérêt du peuple malien. Voilà l'interrogation dans laquelle nous devons rentrer aujourd'hui, si nous voulons construire l'avenir. La crise, malgré ses difficultés, à cela répond que la crise oblige à réfléchir. Et nous, cette crise-là devrait nous obliger à réfléchir pour dire comment nous pouvons sortir le Mali de par le haut. Comment nous pouvons faire de cette crise une opportunité pour changer. La crise, si elle provoque des réponses, n'est pas forcément une mauvaise chose. Regardez l'Allemagne. L'exemple que tout le monde donne. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été occupée et divisée et répartie par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la première puissance de l'Europe. Donc, une crise ne condamne pas un pays. Une crise ne condamne pas une nation. Une crise simplement secoue. Pour qu'on se réveille et qu'on réfléchisse. Les rapports entre nous et les rapports entre nous et les autres. Voilà ce que la crise introduit aujourd'hui. Et nous sommes condamnés à répondre à ça. Vous mettez beaucoup l'accent sur le débat et le consensus. Et justement, l'accord prévoit une conférence nationale. Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut s'approprier cette conférence pour mettre en œuvre ces réformes-là ou discuter de ces réformes-là? Il faut que le gouvernement s'approprie cette conférence. Vous savez, là aussi, je crois qu'il faut qu'on... Parce qu'on a l'habitude des conférences nationales. On a l'habitude de faire des états généraux, des grands forums, où on regroupe 500, 600 personnes dans une salle, on discute, on fait des recommandations. Bon, c'est bien. Mais je crois que cette crise-là, et le débat national qu'on devrait faire, ça c'est à mon point de vue, c'est qu'il faut aller, je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui le disent, profitons de cette crise pour aller dans le territoire, pour aller interroger la diversité des Maliens. C'est pour ça ce débat pour moi. Il ne faut pas que ça soit un débat simplement national. Enfin, débat bamakois. Il faut que ce débat commence, si possible, commune par commune. Et qu'on fasse des synthèses, cercle par cercle, région par région. Et qu'après tout ça, on fasse une synthèse nationale. À ce moment-là, on aura le point de vue sur les questions importantes qui vont être soulevées
on aura le point de vue de l'ensemble des Maliens dans leur diversité territoriale et dans leur diversité humaine. J'insiste sur ça. C'est ça qui est le Mali. Et je suis sûr que si on organise, on fait les débats, il faut partir sur 4, 5, 6, 7 questions les plus importantes qui concernent l'avenir de notre pays aujourd'hui. On les connaît. En tout cas, on peut les identifier. Et on va poser le débat dans chaque commune du Mali pour que les villages qui constituent ces communes-là, chacun donne son point de vue sur ces questions. Ensuite, on remonte au niveau cercle. Et que les points de vue, les réponses qui ont été données au niveau de chaque des communes, on en fasse une synthèse pour le cercle. Et ensuite, on remonte au niveau de la région, et ainsi de suite. Je suis sûr que ce qui sortira de là va être le reflet de ce que pensent les Maliens aujourd'hui sur ces questions-là. Globalement, dans leur diversité et dans leur unité. Je crois qu'on peut s'appuyer sur ça maintenant pour entreprendre la construction du nouveau Mali dont tout le monde rêve. Dernière question. Lors de votre passage au ministère de la décentralisation, avez-vous proposé ces réformes nécessitant obligatoirement des réformes constitutionnelles au président de la République? Oui, on a débattu. Vous savez, bon, bref passage au ministère de la décentralisation, il y avait politiquement, moi j'avais 2 mandats. D'abord relancer la réforme de décentralisation. Le travail a été facilité parce que juste après que le président Ibrahim Boubacar Keïta a investi, il a réuni les états généraux de la décentralisation. Ces états généraux de la décentralisation ont fait des recommandations. Approfondir la décentralisation en stabilisant, en trouvant des réponses aux questions que la première phase de la décentralisation pose aussi aujourd'hui, la communalisation, et réouvrir le débat sur la régionalisation. Voilà globalement les 2 recommandations que les États généraux ont faites. Je sais que nous on a fait. Et une partie, toute la question, les questions politiques et institutionnelles du pacte, de l'accord d'Alger, ont eu le souci de prendre en charge ces recommandations des États généraux. Je ne sais pas si vous les avez lues, allez-y lire les recommandations des États généraux. Vous trouverez beaucoup de choses qui sont là-dedans dans l'accord. Donc on a relancé. On s'est appelé les États généraux. Ça regroupait 5 à 6 personnes. Si vous voulez, je peux vous donner un des rapports que j'ai ici. Ça regroupait des représentants de toutes les régions du Mali. Pendant quelques jours, il y avait 500 et 600 personnes qui ont débattu et qui ont sorti des recommandations. Si vous lisez ces recommandations, vous retrouverez beaucoup de ces recommandations dans l'accord. Le deuxième, c'était de préparer Alger. Bon. Toutes les réformes politiques et institutionnelles qu'on est en train de préparer, je crois qu'elles sont ouvertes aujourd'hui. Même si les réponses ne sont pas toutes là, ces questions sont posées dans l'accord. Comment on peut avoir des institutions plus représentatives de la diversité? Comment on peut avoir des institutions qui fonctionnent mieux? Bon. Et ça ouvre des questions qui vont effectivement nous conduire à une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, le Premier ministre l'a annoncé dans sa déclaration de politique générale, que nous allons aller à une réforme constitutionnelle. Parce que, vous savez, la Constitution de 92, elle est l'émanation de la conférence nationale, j'y étais. Il y a eu beaucoup de débats. Mais de la conférence nationale qui s'est tenue en 92, non, c'est 91 même. 91, la conférence nationale qui est tenue en 91 à aujourd'hui, il y a combien d'années? 24 ans. Bon. Le Mali a évolué depuis, les Maliens ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en capacité de décision, qui n'étaient pas nés ou bien qui venaient d'être nés. Bon, je crois que cette constitution
ne les fétichisons pas. Une démocratie, c'est aussi l'évolution. C'est un processus qu'on doit adapter. La preuve, Alpha a essayé de la réformer. J'étais là, j'étais un artisan à l'époque. Alpha avait fait des forums politiques dans chaque région. La loi avait même été votée, de forme, mais pour des raisons qui lui sont propres, l'histoire nous dira un jour pourquoi. Alpha n'est pas allé à un référendum. Sinon, la Constitution, la nouvelle Constitution, avait été votée à l'Assemblée nationale. Il restait à organiser juste le référendum, mais Alpha a annulé le référendum. ATT est venu s'attaquer à cette Constitution. Là aussi, je crois que même l'Assemblée l'a voté. Entre-temps, il y a eu le coup d'État, le référendum n'a pas pu se faire. Je crois que peut-être ce qu'on peut reprocher à ces deux tentatives, c'est que on a toujours tenté de le faire en début de mandat, en fin de mandat plutôt. Moi, je crois que maintenant, l'accord donne l'opportunité, l'accord qui nous pose des questions difficiles, comment réaliser l'unité de notre nation, en tenant compte de la diversité des territoires, en tenant compte de la diversité humaine. Ça nous donne l'occasion aujourd'hui de rouvrir le débat sur notre constitution, qui date de 25 ans, et de l'adapter, sans renoncer aux principes fondamentaux qui sont dans cette constitution. Quand vous lisez le préambule, les principes fondamentaux sont là, sans remettre en cause, sans renoncer, parce que le consensus s'est fait autour de ça. Nous pouvons faire des réaménagements. L'expérience que nous avons, parce qu'aujourd'hui nous avons du recul. Nous avons vu certaines choses fonctionner, on a vu les limites. Docteur, sinon qu'est-ce qui va arriver? Comme ça, comme la bande à Sanogo a essayé, quelqu'un va se lever un jour pour dire cette constitution, nous voulons la déchirer, on jette. Et on aura très peu de gens qui vont se lever pour la défendre. Vous savez, quand les Sanogo ont décidé de déchirer la constitution, bon, je fais partie des gens qui sont levés pour se battre, pour dire non, en créant des FDR. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sont mobilisés à l'époque pour défendre cette constitution. Bon, moi je pense que si la constitution parle à très peu de gens, ce qui est le cas aujourd'hui, la position la plus raisonnable, si nous voulons un pays stable, il faut rouvrir le débat. Je dis bien sans renoncer aux principes fondamentaux, faire les réaménagements nécessaires pour tenir compte des évolutions et des lacunes. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir reçu l'équipe de Mali Actu. Merci à vous. Merci.